Bonjour, voici ma capsule de sensibilisation sur un enjeu LGBTQ+. Donc, ma capsule s'intitule Lutter pour la reconnaissance de la pluriparentalité et de la famille dans les relations non monogames consensuelles. Donc, cette capsule-là s'adresse notamment aux institutions ayant le pouvoir de leur donner des droits, dont le gouvernement. En ce qui concerne mon intérêt à approfondir ce sujet-là, je me suis basée en partie sur ma propre expérience relationnelle. Donc, je suis passée d'une relation monogame de 5 ans à une relation polyamoureuse, puis ça a vraiment comporté son lot de défis. Donc, j'ai dû passer à travers beaucoup de jugements. J'ai dû travailler fort, en fait, pour m'affirmer dans ce mode relationnel-là qui était hors du cadre normatif. Donc, pour les personnes pluriparentales qui sont également au sein de ce modèle conjugal ou relationnel-là, ça peut nécessiter en fait beaucoup de travail pour déconstruire tous ces jugements-là. Puis ça peut, en fait, ces personnes-là peuvent subir encore plus de jugements selon moi. Je vois également une augmentation des enjeux reliés à ce sujet-là dans le cadre de mon travail. Donc, je travaille comme intervenante en prévention du suicide, puis il y a beaucoup de personnes qui expriment en fait leur crainte par rapport à toutes sortes d'enjeux liés au fait de parler ouvertement de leur situation de pluriparentalité. Donc, ça peut leur créer beaucoup d'anxiété, beaucoup de honte également. Puis, par rapport à mon point de vue situé, je suis une femme blanche, cis, hétéroflexible, de classe moyenne, née au Québec. Les principaux objectifs de cette capsule-là vont vraiment être de tenter de donner la voix aux personnes concernées en prenant le temps d'écouter leur point de vue puis le fonctionnement réel de leur famille, de sensibiliser au sujet des familles pluriparentales au sein d'un modèle relationnel qui s'écarte du concept de la mononormativité, puis finalement de faire diminuer les préjugés, de favoriser vraiment une ouverture envers les relations qui sortent du code mononormatif et de permettre éventuellement une meilleure reconnaissance des familles pluriparentales au niveau légal et social. Donc, je vais tenter de débuter ma présentation en clarifiant les définitions de certains concepts qui vont être abordés tout au long de la capsule. Je vais ensuite parler des enjeux et des préjugés vécus par les familles pluriparentales. Je vais faire un état de la situation actuelle au niveau légal par rapport à la reconnaissance de la pluriparentalité, pour ensuite parler du fonctionnement familial et des avantages rapportés par les familles pluriparentales, pour finalement conclure et donner quelques recommandations pour atteindre les objectifs visés. Donc, le concept de pluriparentalité, c'est lorsque plus de 2 adultes exercent le rôle d'une figure parentale auprès de l'enfant, incluant également les différentes configurations relationnelles qui unissent les parents. La pluriparentalité peut inclure plusieurs configurations différentes, on y reviendra sous peu. Au niveau des relations non monogames consensuelles, il s'agit de toute forme de relations sexuelles, affectives ou amoureuses qui s'inscrivent à l'extérieur du cadre monogame conventionnel, basé sur le consentement des personnes impliquées. Donc, les relations non monogames consensuelles peuvent également avoir toutes sortes de configurations différentes. Ça peut inclure, par exemple, le polyamour, les relations ouvertes, puis les personnes qui vivent une relation polyamoureuse peuvent aussi vivre leur relation polyamoureuse de toutes sortes de façons différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très diversifié. Le concept de mononormativité fait référence au fait que la monogamie est perçue comme quelque chose de normal et naturel, puis que la dyade, donc le couple à deux, est considéré comme le seul modèle viable. Donc, l'exclusivité amoureuse est considérée comme un signe de réussite relationnelle. Puis, les représentations de la mononormativité sont vraiment omniprésentes dans notre société. On peut les entendre ou les percevoir, en fait, à travers les discours qui sont véhiculés dans la société, les réseaux sociaux, les films pour enfants même. Donc, ça commence... les gens commencent à être exposés très jeunes par rapport à ça. Donc, tout ce qui s'éloigne de ce cadre-là est souvent jugé et perçu comme anormal ou problématique. Puis, j'ai trouvé important également de faire la distinction entre la polygamie puis le polyamour, par exemple. Donc, la polygamie, c'est vraiment la présence de plusieurs conjoints sans tenir compte des distinctions de genre, majoritairement expérimentée sous la forme de la polygynie, donc un homme avec plusieurs femmes.
Donc, ça concerne le fait de se marier avec plusieurs personnes à la fois. Donc, la polygamie est, selon le code criminel au Canada, interdite puis passible d'emprisonnement même. Donc, c'est important en fait de faire la distinction là, entre ces termes-là. Donc, la pluriparentalité, on dit que c'est un terme parapluie parce que ça inclut vraiment toutes sortes là, de modalités différentes. Ça peut être un couple, une diade qui vit avec des enfants tout en ayant d'autres partenaires qui vivent à une autre adresse. Deux diades qui ont eu des enfants de leur côté et qui décident de vivre ensemble. Un seul parent qui entretient des relations polyamoureuses. Ça peut même se vivre à l'extérieur du couple, du cadre polyamoureux. Donc, en décidant de fonder une famille avec un ou une amie, par exemple. Bref, il y a beaucoup d'autres configurations possibles. En ce qui concerne les enjeux et les préjugés auxquels sont confrontées les familles pluriparentales au sein des relations non monogames consensuelles, on leur reproche souvent de faire surgir des enjeux d'abandon chez leurs enfants, donc de les exposer à des séparations fréquentes envers des personnes, les différents partenaires auxquels ils pourraient s'attacher. Toutefois, Anne, une mère pansexuelle et polyamoureuse, dans l'article de Allary et Bossum, déclare en fait que les gens déménagent, les gens meurent, les gens changent de job, les gens ont des enfants. Donc le statut des gens change constamment, puis on s'adapte, on réussit à s'adapter. Donc pourquoi ce serait différent avec les personnes que je date? Donc elle fait en fait elle tente d'établir un lien entre leur mode de vie et des parents qui se séparent ou qui sont divorcés, qui tenteraient de se remettre en couple. Donc elle tente de faire le lien avec ça en disant que dans tous les cas, c'est des enjeux auxquels les enfants peuvent être confrontés de toute façon. Il y aurait beaucoup d'instabilité relationnelle et émotionnelle, donc on penserait ça de ces familles-là. Ces gens-là, ces parents-là pourraient être perçus comme des gens égoïstes parce qu'on pourrait entretenir l'idée qu'elles passent plus de temps avec leurs partenaires qu'avec leurs enfants. Les femmes seraient également plus susceptibles de faire face à du jugement par rapport à leur situation de pluriparentalité, parce qu'il y a toute l'idée au sein de notre société de l'instinct maternel qui est très important, la pensée que la femme doit s'occuper des enfants, être très maternelle et mettre moins d'énergie dans ses relations amoureuses ou avec des partenaires amoureux affectifs, par exemple. On reproche également à ces familles-là d'exposer les enfants à des comportements ou des discussions à connotation sexuelle. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité constant au sein de ces familles-là, beaucoup de honte et de culpabilité, puis de l'exclusion au niveau de certaines sphères sociales, de la délégitimation également. Donc, ces familles-là peuvent ressentir le besoin de s'expliquer constamment, de se justifier leur choix, leur cadre familial. Donc, ça peut devenir très lourd à porter à long terme. Puis, il y a beaucoup d'autres enjeux également. J'en ai seulement nommé quelques-uns ici. Actuellement, au Canada, il y a des provinces qui reconnaissent la pluriparentalité. Donc, l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador sont des provinces qui reconnaissent la possibilité d'avoir 4 parents reconnus légalement au sein de l'enfant. Ça nécessite une entente préalable d'un projet parental avant la naissance. Mais on voit qu'il y a 4 familles pluriparentales qui ont obtenu un statut légal dans ces provinces-là. Au niveau du Québec, on est un peu plus dans une zone grise, donc c'est ni autorisé ni clairement interdit. Ça dépend des décisions judiciaires. Donc, on est vraiment dans une phase de transition juridique où la loi n'est pas encore entièrement modifiée, mais la limite de 2 parents est officiellement remise en question. L'absence de reconnaissance dans un cadre légal implique entre autres l'impossibilité pour le ou les parents non reconnus légalement de prendre des décisions ou d'agir à certains niveaux auprès de l'enfant. Donc, ça peut être par rapport aux décisions médicales, au congé parental, au droit de succession, par exemple. Ces familles-là peuvent également être plus à risque si la DPJ venait à intervenir auprès de leur famille. Donc, il peut y avoir des enjeux au niveau de la garde des enfants. Il peut y avoir également des rapports de force entre les parents divorcés qui menacent, par exemple, l'autre parent
de ne pas être assez compétent pour avoir la garde de l'enfant, étant donné son modèle relationnel qui est hors norme. L'idée que l'enfant est élevé dans un environnement familial inadéquat également. Donc, justement, dans la série Polyamour, dans l'émission La Famille, réalisée par Sébastien Goyette, il y a une personne anonyme, en fait, qui témoigne de ses complications, puis de tout le processus très anxiogène qu'elle aurait dû à vivre avec la DPJ. Donc, la DPJ lui reprochait, dû à son modèle relationnel non monogame consensuel, d'exposer ses enfants à de l'hypersexualisation, à un cadre familial qui serait pas sain, pas adapté à l'enfant. Donc, elle témoigne, entre autres, là, de sa frustration face au jugement de valeur que les intervenants ont présenté. Puis, elle mentionne également sa crainte face au fait que ces intervenants-là continuent à exercer leur travail, puis à intervenir auprès de familles qui peuvent vivre ces réalités-là, tout en étant portées par plusieurs jugements de valeur, en fait. Il peut également y avoir des complications liées à l'adoption d'un enfant. Donc, dans l'article de Allary et Bossum, justement, il y a un témoignage d'une personne qui s'appelle Zach, une personne homosexuelle en couple ouvert, qui témoigne de ses démarches entamées là, pour adopter un enfant. Puis, il a mentionné qu'il voulait en fait être 100% honnête et authentique envers les travailleurs sociaux qui évaluaient ses compétences là, afin de devenir parent. Puis, il a décidé en fait de nommer ouvertement son cadre relationnel, donc de couple ouvert. Puis finalement, suite à ça, il aurait vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup de regrets d'avoir mentionné ouvertement sa situation conjugale parce qu'il sentait que ça diminuait beaucoup ses chances de pouvoir adopter un enfant, puis qu'il y avait beaucoup de jugement également là, quand il a mentionné ces propos-là. Donc, ces familles-là peuvent vivre vraiment dans l'anticipation, dans l'instabilité, ils peuvent faire beaucoup d'évitement également. En 2023, la Coalition des familles LGBT+, dépose une demande à la Cour supérieure du Québec pour que les familles pluriparentales soient enfin reconnues légalement. Il y a un nouveau projet de loi, le projet de loi 12, qui a été adopté par la CAQ en 2023, où Simon Jolin Barrette a refusé en fait la reconnaissance des familles pluriparentales en argumentant qu'il s'agit d'un choix de société de renforcer la biparentalité. Donc, la décision a été mise en appel. Donc, on est encore dans une zone grise là, par rapport à la question de la reconnaissance de plusieurs parents au sein de l'enfant. Il y a plusieurs avantages qui ont été rapportés par les familles pluriparentales, dont une plus grande satisfaction au plan conjugal, une meilleure répartition des tâches domestiques, plus d'attention donnée aux enfants, en fait, ça peut permettre également plusieurs sources d'apprentissage pour l'enfant. Ça permet d'exposer les enfants à des valeurs comme l'ouverture d'esprit, le consentement, la transparence et la communication. Les parents peuvent également avoir plus d'espace mental pour s'occuper des enfants. Ça peut aussi favoriser la situation économique des parents. Puis, les parents ont également plus de disponibilité en général pour s'occuper de l'enfant. Donc, en conclusion, les prises de décisions politiques et les différentes prises de position en ce qui concerne les familles pluriparentales au sein d'un cadre conjugal non monogame consensuel est souvent basé sur la stigmatisation des dissidents de l'ordre sexuel normatif, ainsi que le maintien des stéréotypes mononormatifs. Donc, la société s'appuie sur des paniques morales en généralisant une problématique à l'ensemble de cette population, et en s'appuyant sur des craintes non fondées qui sont véhiculées par des personnes extérieures qui invisibilisent les expériences et les voix des personnes concernées. Pour ajouter une clarification au terme dissident de l'ordre sexuel normatif, une sexualité dissidente, ça désigne vraiment toute pratique, identité ou orientation sexuelle qui s'écarterait des normes sociales, hétéronormatives et traditionnelles qui contestent l'ordre sexuel normatif. La première étape pour lutter pour la reconnaissance des familles pluriparentales, ce serait d'adopter une posture d'ouverture et de non-jugement.
d'être à l'écoute des expériences des personnes concernées, de demeurer critique envers les paniques morales, puis de s'appuyer sur la recherche scientifique, puis de rester informé le plus possible en ce qui a trait à la réalité de ces familles-là. Merci beaucoup.